Salut tout le monde. YouTube Live sur un preview du championnat motocross qui commence ce week-end à Pala. On va faire ça rapidement et pas en 2 heures. Même si j'ai beaucoup de stats, j'ai pris beaucoup de notes sur l'an dernier. Les mecs à voir leurs avantages, leurs inconvénients, leurs faiblesses, tout ça. Sans plus attendre, pour faire un truc assez rapidos, on va envoyer une petite vidéo de drone du terrain de Pala pour que vous ayez une petite idée du truc. C'est toujours pareil, il y a 2-3 modifs, mais vraiment à 90%, c'est le même terrain que l'année dernière. Et évidemment, il va faire bon. Au point de vue météo, ils annoncent pas chaud, pas trop de soleil. Donc, la transition entre Supercross et Motocross va être assez facile. Au point de vue de la météo et des organismes. Et puis voilà, donc c'est sans Californie, évidemment, pas là. Toujours pareil, voilà, ça c'est les séries de sauts après le départ. Et puis on a un genre de petit enchaînement de deux. Et à l'époque, c'était un plus gros saut, mais je crois qu'ils l'ont changé pour la course. C'est peut-être une vieille vidéo là, mais c'est toujours à peu près pareil. Pour ce live, j'ai invité un mec qui est sur les terrains de cross en Californie presque tous les jours, qui coach des amateurs, qui est de chez nous. J'ai nommé notre ami Dimitri Rolando. Le coach, qu'est-ce qu'il dit? Ça va quoi? Ça va. Nickel. Qu'est-ce que tu racontes? Ça va. Aujourd'hui c'est off parce que moi demain il y a l'Amateur Day à Pala, donc la course amateur qu'il y a avant chaque épreuve de l'outdoor. Donc j'ai 2 gamins un super mini qui met vraiment du gaz qui roule et puis un petit en 65. Donc du coup aujourd'hui ça roule pas et puis demain on va aller là-bas. Donc à Pala tout le week-end. Tu t'occupes pas de pro cette année? Enfin, tu fais Non. pas de. Non, j'ai pas de mec en pro cette année là. Et la course amateur, c'est quand? C'est vendredi, samedi? Non, c'est que vendredi, donc t'as toujours 300 catégories là, ça va être 2 manches. Vu la longueur du circuit, il va y avoir, ça va être sûrement des courses de 4 tours. Et puis voilà quoi, des courses sprint. À l'américaine, quoi. À l'américaine, exactement. Ouais, je me rappelle, il y a presque 30 ans maintenant. Les premières que j'ai faites en 96, quand je suis arrivé ici, j'ai halluciné. Le nombre de courses, les essais, c'est tout le monde en même temps. Allez, c'est bon. Ouais, non, envoyé. C'est horrible comparé au format européen, justement, qui est pas mal. Le format américain, je pense, sur les courses américaines, c'est bien pour l'intensité, mais par contre, c'est 300 catégories, c'est long et on s'y perd. Allez, on attaque. C'est parti. 2,5. Bon, j'ai vu un truc, j'ai été tagué sur Instagram qu'il y en a qui n'aiment pas que je dise 2,5. Donc, il faut dire 250 cm3 à moteur atmosphérique. Donc, 2,5, 250, 250. Et en fait, catégorie 2,5, je dis 2,5 parce que j'ai l'habitude. Les 2 premiers de l'année dernière se battent. Donc, Hunter Lawrence, Justin Cooper seront 4,5. On y reviendra. Ouais. Et en fait, j'ai fait un peu des stats par rapport à l'année dernière. Parce que j'ai écouté 2-3 trucs là sur les previews Racer X, les trucs plus en anglais, en français. Et Whisky Throttle et compagnie là. Voilà, j'ai pas écouté Whisky Throttle, j'ai écouté le truc sur Racer X avec
avec Jason Thomas, Weigand et Steve Matisse. Ok. Et en fait, ils te disent, voilà, il y aura Tom, il y aura Digan, il y aura machin. Mais zéro fait, zéro stat, zéro rien. Et en fait, je me suis amusé, juste pour moi, à faire des stats de folie. Parce que tu avais du temps. Non, parce qu'en fait, je voulais voir un petit peu, j'étais curieux de savoir par rapport à ce qui s'était passé l'année dernière. Parce que depuis la finale à Ironman, si tu veux, personne n'a roulé en MX. Ils ont fait du test, ils ont peut-être fait, ils ont fait moins de 10 journées de motocross. Ils vont faire moins de 10 journées avant de commencer l'outdoor. Donc c'est sûr que les mecs, ils ont le supercross dans les pattes. Et ils vont commencer comme ça. Donc, pour moi, de regarder les stats de l'année dernière, c'est quand même une bonne base par rapport et pour voir l'évolution, etc. Donc, à ce petit jeu-là, moi, ce que j'ai fait une moyenne de classement par manche de tous les pilotes. Okay. Sans compter les DNF, sans compter les chutes où ils ont arrêté, juste les courses, où, les manches finies et les positions. Et j'ai fait une moyenne de positions par manche sur l'année. Okay. Avec combien de top 3, de top 5 et de victoires de manche. Donc, sur le papier, si tu regardes la saison 2023 et puis les mecs qui seront sur la grille samedi, à ce petit jeu, en fait, le mec a les meilleurs stats en fait de l'année pour arriver à Palace samedi, c'est Shimoda, tout simplement. Étonnant. Hein? Étonnant. Ouais, il fait 3 du championnat, évidemment. Et puis, il a une moyenne de manches de 3,6 sur l'année. Il a gagné 3 manches. Il a fait 10 top 3. Ouais. En comptant la victoire de manche, évidemment, et 12 top 5 de manches sur 20. Il a fait 22 manches. J'ai compté sur 22 manches. J'ai aussi compté combien de manches ils ont fait, les mecs. Donc, est-ce que, moi, je te pose la question, est-ce que tu les vois un peu toutes les semaines? Est-ce que Joe est pour toi le favori du championnat? Si on regarde par rapport à l'année dernière, comme tu as dit il y a 2 minutes, les 2 premiers du championnat se barrent. Et au vu de ce qu'a fait Joe l'année dernière et surtout sa fin de saison, etc., je pense que normalement, il est censé être favori quand même. Donc, puis moi, je le connais très bien parce que depuis 2016, quand je suis venu là, que je roulais un petit peu, jusqu'à maintenant, j'ai roulé avec lui. Après, je bossais avec Carvela, donc du coup, je le côtoyais tout le temps. Donc, je le connais très bien. Donc, oui, pour moi, c'est censé être un des favoris. Donc, après, bon, on va en parler aussi. Il y en a d'autres qui sont quand même là à toquer à la porte. Mais c'est vrai que Joe, sur le papier, normalement, ça devrait être son année, quoi. Voilà. En fait, moi, ce que j'ai dit, je pense aussi que oui, évidemment, c'est un favori. Et en fait, j'ai fait le pro and cons, donc les avantages et les inconvénients, enfin, les faiblesses et les points forts et les faiblesses, si tu veux, de chaque pilote, ce que je pensais. Donc pour Joe, c'est régularité, pilotage propre, donc pas trop d'erreurs. La moto, elle est prouvée, a prouvé qu'elle pouvait gagner des championnats et qu'elle est performante. Exact. Voilà, la vitesse pure, je pense qu'il a aussi. Après, c'est le côté faiblesse. Je trouve que ça manque quand même pas mal d'agressivité. Surtout, il va falloir qu'il roule contre des Digan, contre des Hampshire, des mecs qui sont quand même agressifs au contact direct. Et aussi peut-être une impression un petit manque de confiance. Il fait un petit peu peut-être un complexe d'infériorité par rapport aux autres parce qu'il n'a pas vraiment encore dominé dans la catégorie.
Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il a été vite en concurrence avec Jet. Donc, je sais que par exemple, son père à l'époque, il le comparait tout le temps avec Jet et regarde Jet, Jet, Jet. Donc là, être chez Honda, d'être le pilote numéro 1. Donc quand il était chez Pro Circuit, il n'était jamais vraiment été pilote numéro 1. Quand il était chez Geico, c'était jamais vraiment le pilote numéro 1, même s'il a fait des bons résultats, etc. Mais sauf que là c'est le pilote numéro 1, 2,5. C'est pas IMAS. Donc il doit avoir sûrement cette pression-là. Mais sur ce que tu dis, tu as raison. Le problème avec Joe, on connaît, tu vois, l'année dernière, il a changé d'entraîneur. Au tout début, c'est vrai, il y a du changement, c'est agressif, etc. Puis après, il est vite retombé dans ses travers. Et puis là c'est pareil, s'il part devant, il est là. S'il tombe, il part dernier, il est sur le fait accompli. Donc là, on sait qu'il va faire une remontada. Mais après, s'il part 10, 11, il est dans le groupe, il a du mal à mettre justement cette intensité-là, cette agressivité-là pour vite passer et faire le taf, quoi. Il attend, comme un supercross, sauf qu'en motocross, ce sera les 10 dernières minutes pour faire le taf, mais les autres, ils se sont barrés, donc faudra qu'il parte devant. Et cette année, en supercross, il ne l'a pas trop fait, donc j'espère qu'il aura réglé ça vite pour partir devant et justement, être champion s'il en a vraiment envie, quoi. Ouais, c'est vrai que on dirait qu'on ne voit jamais vraiment le potentiel, le potentiel total de Shimoda, évidemment. En fait, j'ai fait le classement euh, de pas par rapport au classement final 2023, mais par rapport à la moyenne de manches donc, la deuxième moyenne de manches, c'est Hampshire. Il fait 8 du championnat, il a fait que 17 manches. Il a scoré sur 17 manches seulement, sur 22. Il a une moyenne de 4,47 par manche, 2 victoires de manche, 5 top 3, 10 top 5. Là, un peu pareil, Hampshire, bon, il a gagné ce championnat qui était quand même chaud. Ils sont arrivés avec Kitchen ex aequo la dernière course, donc c'était vraiment un truc de fou, surtout pour un vieux, entre guillemets. Ça fait une dizaine d'années qu'il roule en 2,5 Supercross. C'est ça. Donc là, c'est pareil. La force de Hampshire, on sait qu'il il se bat jusqu'au bout, quoi. Tu vois, il a le couteau entre les dents tout le temps, quoi qu'il arrive. Il a vraisemblablement l'expérience. Et puis, c'est sa dernière chance. Il va peut-être monter en 4,5 l'année prochaine en Outdoor. On sait qu'il va faire moite-moite en Supercross, 4,5 sur une côte, 2,5 sur l'autre. Sans doute continuer, rouler avec la plaque numéro 1 à l'ouest et après faire tout le championnat Est en 4,5. Ouais, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse. J'ai entendu. Donc, et à mon avis, s'il fait ça, il va sans doute switcher pour faire l'outdoor 4,5 aussi. Il ne va pas redescendre. Peut-être. Bon, là, il y aura l'option de faire les deux. Mais c'est un peu la dernière ou l'avant-dernière chance pour Orgé de faire quelque chose en outdoor. D'après ses stats de l'année dernière, c'est quand même pas mal. Avec les Hunter Lawrence et Jensen Cooper, il a les quatrièmes meilleurs stats du championnat. Donc, il y en a 2 qui se barrent, ça le met 2, quoi. Si ça reste pareil. Donc, au point de vue des stats, il est là. Après, point de vue des faiblesses, bon, les chutes, les départs, la régularité, et je dirais aussi la moto. Je pense que toute KTM, Husky, Gaz, c'était quand même en dessous des 3 japonaises, à mon avis, en catégorie 2,5. Donc là, il y a Honda, Kawa. Châssis, ouais, j'ai vu là, il y a 2 semaines, j'ai vu, c'était en 4,5, donc c'est un peu différent, mais j'ai vu Sexton à Pala s'en mettre une bonne dans les trous. Ça a un peu de mal, mais bon, après, ils ont fait plus de cross. J'ai vu Juju, le bomber,
ça allait pas mal. Donc voilà. Puis après, tu as été à la course à Glen Helen, donc tu as dû voir un peu les Troy Lee et Juju aussi pareil. Donc ça, je sais pas ce que tu en as pensé, mais Bon, à mon avis, je les parle pas des pilotes, Gasgas, je parle de la moto. Hein. Je parle de la moto. Hein. Je parle. ouais, il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Mais c'est vrai que, et on comparait, j'étais avec Marvin, on a regardé que la première manche, et on comparait les motos au freinage et tout ça. Il y avait les deux Kawa qui roulaient, Amaker et McAdoo, qui n'ont pas fait la course, mais qui roulaient, Ouais, au fonctionnement. qui faisaient les essais entre les manches, là, et par rapport aussi aux autres. Ça manque, je pense que la Kawa en particulier est quand même un peu mieux. Et je dirais que la Honda est bien aussi vachement neutre, homogène. Après, la YAM, ça compense par rapport à la puissance qu'ils ont, quoi. Donc, Ouais. le châssis, et je pense que le châssis de la YAM, il n'est pas aussi bon qu'une Honda et qu'une Kawa aujourd'hui. Quand je dis châssis, je ne parle pas de moto d'origine, je parle de réglages que les teams mettent sur les motos, quoi. Ah oui. Et après, je ne peux pas dire, il n'y a aucune moto qui est d'origine. Donc, les réglages des teams sur leur moto, je mettrai en partie cycle la verte et la rouge. Voilà. Donc, pour revenir à Hampshire, voilà. Point de vue moto et point de vue moto, régularité, chute. Voilà. Qui peut lui. Bah, de toute façon, c'est la même depuis, c'est bis repetita. Hein, ça fait 10 ans ou je sais pas combien qu'il est en 2,5 et qu'il est toujours pas monté. Il y a bien des raisons. Hein, c'est que la régularité l'a toujours pêché. Bon, cette année, il a enfin mis les pièces du puzzle bout à bout en Supercross. Non sans mal, mais il l'a fait. Donc maintenant, oui, comme tu as dit, c'est sa dernière chance en 2,5 au moins pour avoir le titre. La vitesse, c'est le pur américain de base. C'est tourne la poignée. Donc, ferme les yeux. C'est ça. Donc voilà, maintenant, est-ce que sur 20 manches ou 22 manches, il va aller jusqu'au bout? Comme tu as dit, il en a fait 17, c'est ça, l'année dernière? Ouais, 17, ouais, je ne sais pas pourquoi il en a loupé 5. Une, c'est un DNF et le reste, il n'a pas roulé. Donc, j'ai juste marqué le nombre de manches que j'ai compté pour faire la moyenne. Donc, il a des points à la fin pour être champion. Donc, voilà. C'est là-dessus qu'il faudra qu'il bosse, quoi. 5e position et 4e du championnat, mais 5e position en stats, c'est Digan, 4,95 par manche. Bon, il a eu des hauts et des bas l'année dernière. 3 victoires de manche, 9 top 3, 14 top 5. Donc, vraiment, quand même des bonnes stats, mais j'ai compté 21 manches où il a fait un DNF. Sur ces manches, tu vois qu'il fait quand même 14 top 5 sur 21, c'est pas mal. Ça veut te dire que sur les 7 autres, il était un peu plus loin, il a perdu quand même pas mal de points par rapport à ça. D'où sa moyenne de pratiquement 5e par manche toute l'année. Là, tu écoutes de partout, c'est le favori. Tu vois, tout le monde. En fait, c'est la majorité, c'est Team Digan et l'autre majorité sont Team Vial. Mais en fait, quand tu regardes un peu les stats de l'année dernière, tu te dis, c'est là où oui, effectivement, ils vont être devant, les mecs. Digan, c'était sa rookie hier. Maintenant, il aura plus d'expérience cette année. Il va connaître un peu mieux les circuits, même s'il les connaissait déjà. Et ça sera la même pour Tom, qui connaissait pas les terrains l'année dernière. Mais pour Digan, archi favori. Et là, pareil, je pense que grosse motivation du fait qu'il n'ait pas gagné le Supercross. Donc, il va falloir qu'il se rachète, qu'il fasse quelque chose qui gagne, quoi. Pour des gens comme ça, je pense qu'ils pensent qu'à gagner. Et évidemment, ils doivent avoir un peu les boules d'avoir fait 2 en SX. Je pense. Ouais. L'avantage, c'est la moto. La moto, tu vois que la moto, elle est performante en termes de moteur. La 2,5, c'est une catégorie de moteur. Hein. Ça, c'est oui.
Ça, c'est sûr. Mais ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'avais dit cette année en Supercross, tu vois, moi, j'y croyais pas dans le sens, bon, après, il s'est aussi blessé au poignet, donc ça l'a pas aidé. Mais moi, justement, le fait qu'il soit l'année qu'il a faite l'année dernière en rookie, sans pression, même s'il a son père derrière lui, etc., il a fait la plus belle des saisons. C'était vraiment une belle saison pour lui. Et du coup, passer de rookie un peu en mode, bon, ben, on voit comment ça se passe, mais sauf que vu qu'au final, c'est lui qui a fait les meilleurs résultats de chez Star de l'année, ben, tu te retrouves vite en étant pilote numéro un. Et dans ma tête, j'étais là, je pense que ça va être un peu compliqué d'assumer ce statut-là à son âge, lui. Et là, le fait de cette, même s'il a quand même pas trop mal roulé, surtout sur la fin de saison, là, mais là, le fait de s'être fait coiffer à la barbe par Tom, sachant qu'il est fou en amour avec lui, je pense que là, il va être un peu plus énervé pour l'outdoor. Donc oui, ça va être, il va falloir observer ça de très près. On n'a pas parlé de ses faiblesses. Ce que j'ai noté, la fougue, donc l'agressivité, les trucs, le temps et les points qu'il va perdre pour aller emmerder quelqu'un, tout ça parce qu'il a un peu un ego aussi, quand même, il a un gros ego comme Minot. Ça aussi, ça peut lui valoir un peu des points à la fin de l'année. C'est ce que j'ai mis en faiblesse, fougue, ego et agressivité, enfin la suragressivité, quoi. Il faut être agressif dans cette catégorie, mais peut-être ça va lui coûter des points à la fin de l'année. Mais effectivement, évidemment, tout le monde le met favori, c'est Tom ou lui, quoi. 6e en stats et 6e au championnat l'année dernière, Tom Vial. Avec une moyenne de manche finie de 5,11, donc presque comme 10 gagnes. Une seule victoire de manche, 7 top 3 et 10 top 5. Et compté sur 18 manches. Donc, il a loupé 4 manches. Donc, j'ai enlevé les manches où il est tombé, je ne sais pas où. J'ai enlevé les manches où il a DNF, où il n'a pas roulé, ou voilà. Donc, j'ai pris que vraiment les manches finies. 18. Un peu. Mais c'est évidemment Tom champion SX. Je vais dire un peu heureux dans le sens où j'ai jamais eu l'impression qu'il dominait le championnat toute l'année, mais il a roulé il a fait exactement ce qu'il fallait pour être champion. Et ça, c'est vraiment c'est respectable, quoi. Il faut respecter parce qu'il a géré son championnat exactement comme il faut, même s'il a, à part une ou deux fois sur 9 ou 10 courses, peut-être une fois à Birmingham où il a montré qu'il est parti devant, il était plus vite, boum, boum. Et il a fait une belle, super course à Philadelphie, ou je sais plus où, peut-être Philadelphie, où par super mal, il fallait marquer des points. Donc, à chaque fois qu'il a fallu marquer des points, il a marqué des points. Et à chaque fois où il pouvait assurer et il a engrangé des points, je trouve qu'il a vraiment géré sa saison Supercross vraiment au top. Mais je le mettrais il a surperformé par rapport à son niveau, à mon avis, en ASX. Et l'année dernière à MX, j'ai trouvé qu'il avait... en étant double champion du monde et même en apprenant les terrains, j'ai trouvé qu'il avait sous-performé, si tu veux. J'aurais pensé qu'il aurait fait un poil mieux. Donc, il m'a surpris à SX cette année, du fait de la gestion de sa saison et le championnat, et gagner le titre. En début d'année, j'aurais jamais donné le titre à Tom, ça c'est clair et net. Moi non plus. Toi non plus, évidemment. Après, je pense que, tu sais, psychologiquement, tu sais, quand tu roules, puis tu sais, t'as Faulkner, boom, out, t'as McAdoo, boom, out. Bah, tu sais, quand tu en enlèves à l'équation, bah, du coup, tu prends aussi de la confiance, même si quand tu fais 2, 3, même si il en manque 2 ou 3, bah, tu as quand même fait 2 ou 3. Donc, je pense que ça lui a donné un peu de confiance à ça. Puis c'est quelqu'un qui est très intelligent, Tom. Donc, du coup,
il a surpris beaucoup de monde et puis il a fait fermer des bouches plus que Qui les a ouverts. Mais la mienne aussi, hein, moi, je te dis, j'ai fait dans un Mix Mag ou Moto Verte ou quoi, ils font 3 questions. Tu sais, ils ont un truc, ils demandent 3 questions à 3 mecs de l'industrie par rapport à un sujet, tu vois. Et c'était sur Tom la saison. Et moi, j'avais dit, mais ne vous attendez pas à grand-chose, Tom. C'est qu'il va falloir attendre qu'il prenne un peu d'expérience. Oui, sans doute être podium, il va faire mieux que l'année dernière, mais ne le voyez pas champion avant de commencer. Et boum, il m'a donné tort, et effectivement, à 100%. Donc voilà, je voulais quand même dire que il a fait une saison top. Donc, pour revenir à ce MX, en étant double champion du monde, en venant là, même en apprenant les terrains, j'ai trouvé qu'il avait sous-performé par rapport à son statut. Son statut, si tu veux. Tu vois, et il faut toujours faire le rapport avec un peu, tu vois, et j'ai fait le rapport avec moi, si tu veux. La première année que je suis arrivé ici, je connaissais pas les terrains. J'étais direct en catégorie 2,5 de temps, donc la catégorie Rennes, si tu veux, en outdoor. J'ai jamais roulé en outdoor en 125, 2,5, 4 temps. Et j'avais gagné 3-4 manches, quoi. Tu vois. Alors que là, Tom Doux, champion du monde, il gagne une manche, il fait que 7 top 3 en 18 courses. Donc, c'est pour ça que je te dis que l'adaptation a été un peu compliquée en outdoor. Après, c'est sûr que la moto, elle était pas au point l'année dernière. C'est ce que justement j'allais te dire, parce que justement, vu qu'en France, vu qu'en Europe, pardon, excuse-moi, ils peuvent modifier des trucs sur le châssis, le cadre, le machin, etc. Je pense que là, de devoir s'habituer au châssis, on va dire, de stock, on va dire, et puis sûrement d'autres éléments que je ne connais pas, mais en fait, il a commencé l'année dernière, il n'a jamais commencé avec d'après ce que j'ai compris, hein, il n'avait jamais commencé ou jamais roulé aux US avec tous ces réglages européens. Il a commencé avec une moto avec des réglages ricains qu'ils avaient ici, et c'est seulement à la fin de l'année, et je crois aux Nations, où il a roulé avec sa moto européenne et que ça commençait à aller mieux, il se sentait mieux, il a fait des podiums en fin d'année et il était un peu plus dans le coup, quoi. Et puis c'est normal. Donc là maintenant, c'est quand même une autre. Ça va être une saison complètement différente pour lui parce que déjà il a la confiance. Ça fait un an qu'il est là, il a l'expérience, il connaît les terrains, il sait que c'est un pilote. Aujourd'hui, ça reste un pilote de motocross qui fait du SX. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont dans le sens que ça va être une belle saison pour Tom. Pour ses points forts, bon, un départ, même avec un très tôt, il partirait devant. Il est quand même, c'est un très bon starter. L'expérience du cross, quoi. Il a fait que ça toute sa vie. Et la lucidité, parce que il prend quand même beaucoup. Il est jamais dans les agambes. Non, il roule, il connaît sa limite, quoi. Voilà. Et je trouve que ça, c'est super bien pour gérer un championnat et gagner des titres. J'ai trouvé que c'était quand même top. Et je pense qu'il va faire de même en motocross. Après, dans les faiblesses, j'ai mis moto parce qu'il faut qu'il se réveille s'il veut être au niveau des bonnes japonaises. Physique, j'ai trouvé que l'année dernière, physiquement, c'était pas trop ça en fin de manche. Donc, il a changé de programme. Il est avec l'entraîneur de Sexton maintenant qui lui fait les programmes. Comment il s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle ce mec, j'ai oublié son nom. Parks ou je sais pas quoi là. Voilà, Parks, qui lui fait ses programmes physiques et moto
et il suit un peu le truc avec Sexton. Donc, sans doute que ça ira peut-être mieux. Puis il sait à quoi s'attendre, je pense, au niveau météo, quoi. Donc l'humidité, la chaleur, même s'il est en Floride, en Supercross, etc. Mais je pense que là, au moins, il sait à quoi s'attendre et peut-être anticiper un peu mieux ce qui va se passer. Puis après, son programme avec son entraîneur, je pense qu'il doit aussi savoir ce qu'il fait, s'il s'occupe de Sexton, etc. Donc oui, je pense que physiquement, je pense que ça devait sûrement faire mal physiquement, la chaleur, l'humidité, ça devait faire mal. C'est pas rouler à Tunchental. À 18 degrés, quoi. Voilà, ouais. Évidemment, c'est les conditions météo aux US, c'est compliqué avec la chaleur et tout. Bon, maintenant, il doit quand même avoir l'habitude puisqu'il habite en Floride. Et le dernier point faible ou inconvénient par rapport à Tom, je dirais que c'est son titre SX. Qu'est-ce qui s'est passé après son titre SX? Relâchement, dire oh, top, tu vois, relâchement et dire c'est bon, on verra bien un peu plus tard pour l'Outdoor, ça ira. Ou alors motivation, se dire j'ai gagné un titre, je vais aller au boulot à fond. Et je l'ai connu. J'ai connu avec Dylan et j'ai connu le bon côté et le mauvais côté, si tu veux. Avec Dylan en 2019, champion heureux SX, grosse émotion, euphorie, machin. Et puis pour aller retourner au boulot au charbon et se motiver pour 24 manches et partir, faire partir sa saison sur le bon chemin. Ça a été compliqué en 2019. Alors qu'en 2020, champion SX, et là j'ai dit, gros, tu te rappelles l'année dernière, on a commencé la saison, on n'était pas dedans, il a fallu quelques temps pour se mettre dedans. Et en 2020, complètement différent. Il a attaqué la saison sur les chapeaux de roue et il gagne les deux premières manches, quoi. Tu vois. Après, est-ce que vraiment le rêve de Dylan, c'était que le SXUS? Bon, il voulait gagner aux US, le motocross, etc. Mais est-ce que vraiment son truc, c'était je veux être champion supercross? Et du coup, peut-être que remonter la pente juste après pour se remotiver pour l'Outdoor était peut-être plus longue. D'avoir réalisé son rêve d'être champion US, même si c'était pas le 4,5. Mais peut-être que ça a joué. Je pense que Tom doit être dans une autre dynamique. En plus, il a ses parents avec lui, son frère. Je pense que c'est une autre mentalité que Dylan et je pense qu'il va gérer ça différemment. Et je pense que non, lui, ce qu'il veut, c'est juste emplâtrer, faire de la moto et gagner des titres. Et c'est pas son rêve ultime, c'était pas, je pense, que d'être champion Supercross. Et il veut juste faire une longue carrière et empiler, quoi. On a une question de Guigui. Tom fait, d'après mes notes, fait 6 du championnat l'année dernière. Voilà. Si tu viens juste d'arriver. Et il y avait un petit truc de mon pote Ben de Tahiti, là, tu vois. Il te dit que Husky, champion côte ouest 2,5, champion côte est 2,5, Gas champion futur. Oui, Scalot s'en met une. En tête du MX2. Oui, mais bon, ils ont le meilleur pilote. J'ai du mal à admettre que les motos n'ont aucun problème de performance. C'est pas moi qui dis que les KT Gaski ont des problèmes de performance. Ça vient des mecs qui roulent avec, tu vois. Ils nous ont dit l'année dernière, la moto, elle n'était pas là. T'écoutes les interviews de Fred Vial, il te dit que ils n'étaient pas au point en moto. Tu regardes, tu vois bien que dans les montées à Milleville, t'as les mecs, t'as des yams, ils mettent 5 mètres à des KT. Je veux dire, c'est pas moi qui est contre. Demain, tu me dis une KT qui marche, une gaz, une Husky qui est top. Toi, j'ai dit par exemple, si on veut revenir là-dessus, je disais à Marvin que la moto d'Anderson a un Six avec la Husky à l'époque, quand il était champion et qu'il se battait devant, j'ai trouvé que sa moto était vraiment top.
les clips de sa moto dans les hoops, je veux dire à un six, et je me suis battu. Je me suis battu avec Marvin pour qu'il essaye la moto à 100% Anderson, fourche, amortisseur, type, biellette. J'ai dit, prends-le son package et essaye de rentrer dans une série de hoops. Ça s'est jamais fait parce que ça s'est jamais fait. C'est toujours des grosses mécaniques dans les team usines comme ça pour faire changer les choses. Ouais. Mais mon ami Ben de Tahiti, je sais que tu as une 3,5 KT et que tu as vendu ta 4,5 AM parce que tu n'étais pas assez bon et que si tu en as mis une avec et que tu as failli passer l'arme à gauche. OK. Mais ça vient pas de moi. Je roule pas avec les motos. Je regarde, j'observe. Je suis pas payé par des Japonais pour donner des trucs. C'est les mecs, je veux dire, c'est comme se plaignent de sa moto. Il se plaint des WP. Il a mis des Kayaba dans sa fourche. Les mecs se plaignent de leur moto. Donc, arrêtons de dire que voilà, je suis contre KT ou non, je suis pas contre KT. Ils sont pour l'instant pas au bon truc. Et c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu as Prado, que tu as tous les meilleurs et tu as tous les meilleurs jeunes, le Lucas Konen, le De Wolf, évidemment que tu as le Evert, tu as le petit Cohen, tu as tous les bons sur les motos, évidemment que tu vas être devant, tu vois. Et alors qu'en Europe, y a les motos japonaises en 2,5, elles sont à l'ouest complet par les YAM. Mais bon, après, les YAM, il n'y a personne dessus non plus, tu vois. Donc c'est ça, il faut regarder. Donc, ça ne vient pas de moi. Ça vient, tu écoutes les interviews des pilotes, tu écoutes les interviews de leur entourage. Ils te disent, eux, qu'en performance, ils ne sont pas là. Et l'année dernière, en performance, ils n'étaient pas là. Même eux, ils disaient que ça n'allait pas. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les mecs qui roulent en KT Husky Gas en 2,5, ils ne sont pas à 100% au point contre une PC, une Honda ou une Star YAM. Voilà, point barre. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord. Bah, c'est vrai, les pilotes, ils le disent, donc on l'entend, on le voit, puis tu le vois sur leur tête, de toute façon. Quand Sexton en Supercross, par exemple, sur les podiums, de la manière dont il parle, tu sais que même s'il a fait podium, il n'est pas trop content. Il dit, oui, il va falloir qu'on bosse sur la moto, etc. Il s'en est beaucoup plaint cette année, par exemple. Donc oui, non, là-dessus, tu as raison. Donc ce n'est pas moi qui me plaint des motos. Je ne roule pas avec, j'observe et j'écoute, tout simplement. C'est pour ça qu'on est là. Un petit truc. Bon, après, Voland, je ne sais pas s'il roule ou s'il ne roule pas. J'ai vu ce matin passer une info. Là, ce week-end, il n'y aura que Kitchen. Le chef? Ouais. Moi, je sais qu'Amaker Macadou, pas là à la première course. Ouais. Voland, on ne sait même plus où il est. Peut-être qu'on va appeler Jacques Pradel pour savoir le retrouver. On ne sait pas où il est. Voland qui aurait des touches chez Husky et chez Triumph l'année prochaine aussi, qui serait certainement plus chez Kawa. À voir. Bon, bref. Le petit truc qui était intéressant, j'ai fait toutes les stats, et je ne sais pas s'il va rouler parce qu'il s'est fait le fémur aux alentours du Supercross de Daytona. C'est Fares, Guillaume Fares, l'Espagnol. Il fait 22e du championnat. Il a fait que 4 manches avant il a dû s'en mettre une. Ouais, impressionnant. Ouais, mais il avait la 7e meilleure moyenne de manches finies, donc c'est que sur 4 manches. Et c'était en début d'année, quand il n'y avait pas de blessés, que tout le monde était là, de 6,75. Donc meilleur que Voland, en fait, son average. Voilà, je me souviens, il est arrivé d'Europe. Il a fait 4 top 10. Il a fait 4 top 10. Il a fait un top 5 sur les 4 manches. Je ne sais pas s'il va rouler parce qu'il s'est fait le fémur. Je ne sais pas s'il va être là. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas vu sur les réseaux, je ne l'ai pas vu passer sur les réseaux, etc. Donc, ça me paraît compliqué. Mais ouais, lui, c'est vraiment une belle surprise. Voilà. Après, pour les mecs out, Voland, on ne sait pas s'il est là, mais il ne sera pas là. Faulkner, out. Jérémy Martin, out.
Fares, on vient d'en parler. On ne sait pas s'il sera remis. Amakur Makadou, ils ne seront pas là non plus. Moi, il y en a deux il y a Juju, forcément, le rookie, qui a fait quelques bonnes courses en fin d'année, l'année dernière. Voilà, en fait, j'ai fait deux catégories. J'ai mis les vieux, tu vois, et après, j'ai mis les rookies. Donc, il y a deux autres catégories. Donc, rookie, on a Benik, Romano, Baumer, Cochrane, Aimas. Il y en a qui n'ont pas roulé. Romano, il n'a pas roulé l'année dernière. Ceux qui ont roulé l'année dernière, celui qui a fait les meilleurs résultats, c'était Aimas. Il a fait 8 manches. C'est les deux. Dans la liste que tu m'as donnée, tu peux garder Aimas et Juju, puis c'est bon. Aimas, il a fait 8 manches, il fait un top 3 et un top 5, ce qui est pas mal pour un jeune. Benik a fait 12 manches, il a fait un top 4, une fois 4. Baumer a fait 4 manches, il fait une fois 9. Son meilleur résultat, c'est 9 de manches. Et Cochrane, il fait 4 manches, il a fait qu'un seul top 20. Donc, Cochrane, on va peut-être l'enlever. C'est pas la peine de le regarder. Mais ce serait sympa de voir la course dans la course, quoi. Aimas, Baumer, Benik. Même si Benik a fait quand même beaucoup plus de courses que les autres l'année dernière. Non, moi, je vois bien Juju plus que Benik. Et Aimas, oui. Puis en plus, je l'ai vu à l'entraînement là, ces 2 dernières semaines. 2-3 dernières semaines, Aimas, il était ici, là. Je l'ai vu à Pala. Ça met du gaz. Et en plus, il est propre comme pilote. Il est propre. Très, très, très propre. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quelque chose que tu ne vois pas souvent justement avec les pros. Parce que tu vois, les pros, quand ils font une manche à l'entraînement, ils ont une ligne et c'est la leur. Ils ont mis leur nom dessus. Ça, c'est ma trace. Ils vont rupter des RMX au lieu de se décaler. Et justement, Aimas, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est justement pendant sa manche, tout seul, sans personne forcément devant lui, un coup il prenait la première ornière, un coup il prenait la deuxième, un coup il allait à l'extérieur, un coup il allait recouper tout. Donc très intelligent, essayé partout sur la piste et j'ai trouvé ça très 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 bien. Et c'est quelque chose que je vois très rarement, quoi. Donc je trouve ça très très bien pour un pilote qui est quand même assez jeune. De commencer à faire ça, c'est déjà très très bon signe pour la suite. Donc on verra entre Benik, Baumer et Aimas qui c'est qui va être le top rookie. Après j'ai mis les vieux. J'ai mis Amaker chez les vieux, mais bon, il n'est pas si vieux que ça. L'année dernière, 14 manches, 2 top 5, pas exceptionnel. Brown qui a gagné une manche du Cross Center exhibition de Glen Helen jeudi dernier. Il a fait 10 manches, il fait que 2 top 10. Donc, ça promet pas grand-chose. Jordan Smith, 8 manches, que 3 top 10. Pas dans le coup non plus. Après, il y a Choc qui n'a pas roulé. Macadou ne sera pas là. Je te coupe. C'est ce que j'attendais de voir justement si tu allais le nommer. Et tu vois, moi, dans le top 10, après, je peux pas dire, vas-y, je tente un coup de poker et top 5 pour Coty-Choc, mais Coty-Choc, tu pourras regarder dans tes stats, parce que lui, là, justement, c'est qu'il a toujours rêvé de faire une saison en 2,5. Il n'en a pas fait beaucoup, voire presque pas du tout. Je sais qu'il y a 2 ans, l'année dernière ou il y a 2 ans, il roulait en 4,50. Et il a fait beaucoup de top 10. Il a même fait des all shots et je crois qu'il restait en tête quelques tours à Milleville en 4,50 même, en partant presque de tout l'extérieur. Ouais, mais c'est quand même quand des saisons, il n'y avait pas grand monde non plus. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que genre, il a toujours roulé qu'en 4,50. Il a toujours rêvé justement de faire une saison en 2,5. Je sais qu'il va bien. Et je ne vais pas te dire qu'il va faire des podiums, etc. Mais je pense qu'il peut être intéressant à voir. J'aime bien le pilote, quoi. Ouais, à voir, oui. Bon, il a une YAM qui est performante. Bon, elle dure pas longtemps, sa moto, mais quand elle dure, elle fonctionne. Ouais. Ils se prennent un peu des moteurs dans la gueule toute l'année, mais bon, on verra bien. Après, j'ai mis Macadou en termes de stats l'année dernière, chou blanc.
En 2022, il a fait que 8 manches sur 24, un top 5, 5 top 10, donc pas terrible du tout. Thrasher, il sera là aussi, il a la bonne moto, c'est un mec qui roule quand même pas mal. C'est une ex-future prodige qui a gagné 2-3 courses, mais il y a plus de gros bas que de hauts. En 22, il a fait les 24 manches. Il a fait seulement qu'un top 5 et 4 top 10. Pas terrible non plus. Mossiman, il a fait 3 manches, un seul top 10 l'année dernière. Et j'ai pas mis Swall. J'ai loupé Swall. Je viens juste d'en penser là. Mais Swall, j'ai l'impression qu'il a appris à rouler l'année dernière. Donc, j'ai du mal avec Swall. Quand tu le vois rouler. Swall, moi, c'est pareil. On en a parlé en plus il y a 2 semaines quand je suis venu chez toi. Mais ouais, c'est quand même. L'autre fois, je regardais Six, là, il le filmait, il n'arrivait pas à faire un wheel tap à droite, à gauche, c'est vraiment impressionnant. Mais lui, depuis toute sa carrière en amateur, que je le vois, il a l'avantage de bien partir. Et il se bat, quoi. Il part bien, il se bat. Ah, lui, il est courageux. Il partira pas en dernier à la guerre, il y va. Donc, il est toujours parti devant en amateur, même chez les pros, il part quand même pas mal. Donc voilà, donc on verra bien. Mais oui, bon, après, ce ne sera pas un prétendant au podium, ça c'est sûr. Et le dernier, le plus grosse question mark, point d'interrogation, Savadji. Voilà. Savadji, quand je vois Shimoda, Digan, Kitchen, Vial, Hampshire, j'ai du mal à le voir là-dedans, quoi. Puis il a pas roulé en outdoor l'année dernière non plus, je crois. Enfin, ça fait un moment qu'il ne roule pas. Ouais. Il n'a pas le rythme du motocross, donc il va falloir qu'il retrouve ça aussi. Donc ça va être compliqué, je pense, de jouer devant. Mais bon, on verra bien, quoi. Ouais. Bon, après, l'expérience, la moto a l'air de fonctionner, que ce soit en supercross comme en motocross. En MX2 en Europe, les mecs, c'est pas des foudres de guerre, les mecs qui sont dessus, mais ils font quand même des résultats. Après, l'avantage qu'il a, c'est qu'il se prépare pour rouler en outdoor de demi depuis un moment. Donc, physiquement, il devrait être prêt. Il s'entraîne avec Zach Osborne. Tu vois, c'est fou parce que Zach Osborne l'a coupé en deux à Vegas pour le titre. Et maintenant, ils sont cul et chemise. Zach l'aide pour son entraînement, le suit. Ils sont super potes. Et par rancunier, quoi. Ouais. Par rancunier. Pas rancunier. Du tout. On a fait le tour pour les 2,5. Écoute, ouais, de toute façon, on va dire que pour moi, ça va se jouer, on va dire, ça va être une bataille à 4. Hein. Ça va être Shimoda, Digan, Vial, Kitchen, quoi. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ah ouais, j'en vois là. Pas de Hampshire, pas de... Si on prend que tes stats, je mets Hampshire, si tu veux. Mais bon, vu que dans tes stats, il n'y a que 17 manches sur 22 ou 20, voilà. Du coup, voilà. Non, moi, les 4 là, ce sera on va dire pas mon tiercé, mais on va dire ça, mon quatuor de tête. Le quartet. Le quartet, Quintet. Si tu veux le top 5, je te mets Hampshire pour te faire plaisir en 5e. Ah ouais, mais moi, je mets pour le titre Digan ou Tom, quoi. Tu vois, si tu prends Tom, je prends Digan. Si tu prends Digan, je prends Tom. Moi, je suis pas un grand fan de Digan, donc. Moi non plus, mais bon, il faut dire qu'il met quand même du gaz, quoi. Ah ouais, il met du gaz. Non, il met le pilote, j'aime bien on va dire, je vais pas dire j'aime bien, mais genre le pilote met du gaz. C'est plus la personne que j'ai. Ah oui, la personne, infect. Bref, 450 cm3 ou 4,5. Bon, le premier, on va pas faire les stats du premier. Hein. Les stats du premier, elles ont été faciles. Hein. C'est 1. Pas de souci, tout va bien. Tout va bien. Donc, évidemment, Jet Archie favori. On peut en parler 2 secondes, c'est pas la peine de. Donc, ses points forts, pour moi,
je pense aussi qu'il est encore meilleur pilote motocross que Supercross. Son pilotage smooth. Et j'avais dit en début d'année, et je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais en début d'année, j'avais dit faire attention avec Jet. Ça manque un peu d'agressivité. Et quand il met vraiment du gaz, qui sort de sa zone de confort, il commence à faire un peu des erreurs. C'est un peu ce qui se passe, tu vois. C'est ça le problème des mecs qui sont métronomes super top. Et dès qu'il faut aller chercher une demi-seconde, quand ça suffit pas, c'est là où ça commence à faire un peu des trucs. Mais on a vu que Jet, il a su s'améliorer durant la saison de Supercross. Donc, ça reste son point fort, c'est que vraiment, c'est un pilote de cross. Il a montré l'année dernière son pilotage, smooth, se laisser aller, gentil sur les freins, gentil sur l'accélérateur, gentil avec les suspensions, s'amuser avec les trous. Je veux dire, il a tout. Hein. Il a tout, hein. Donc, les joueurs techniques, de toute façon, on n'a pas besoin de refaire son curriculum et d'expliquer comment il roule. Hein. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Comme il y a une vidéo sur Facebook ou Instagram à Sauce Week l'année dernière, quand tu as tout le monde qui rentre dans les trous comme des benets et lui il arrive et puis il saute 4 trous derrière la grosse. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça, il faut prendre un terrain de MX, quand trouvé, comme un terrain de SX, faire des enchaînements pour que la moto elle fasse de moins ça. Sur un terrain de cross défoncé, il faut que la moto reste plate le plus possible. C'est comme ça que c'était le plus. Quand tu vois les mecs freiner fort, accélérer fort, mettre du poids sur la selle, mettre du poids sur le bouchon de réservoir, tu sais que ça va pas aller loin l'histoire. L'autre avantage, c'est qu'il reste dans le même team. C'est qu'il sait que la moto, les réglages, il les a, les bases de données, tout. Il peut mettre la moto de pas l'année dernière et ça va aller nickel s'ils se perdent un peu. Tu vois, si dans les testings, ils sont allés dans une autre direction et tout ça, ils peuvent toujours revenir et mettre les settings 2023. Bah ouais, puis en plus, on va en parler, mais puis il va y avoir qui pour le titiller, quoi. Ce Sexton, il va plus ou moins devoir mettre plus ou moins sa moto au point tout au long de l'année. Comme il a fait un SX. Voilà, donc ça va être une année de transition, donc il va sûrement faire de. Mais non, Ben de Tahiti, il a dit la moto elle est top, tu verras, c'est top, les KT, ça gagne de partout, la moto à Prado c'est la même, il va gagner, c'est top, Prado il lave les fesses de tout le monde. Non, mais Sexton, il va sûrement des fois l'embêter un petit peu, mais après, de toute façon, Thomas, il n'est pas là, donc voilà, donc la question est vite répondue. Voilà. J'ai cherché les faiblesses de Jet, et en fait, j'en ai trouvé qu'une pour la saison 2024, en bien réfléchissant. Le seul truc qui peut lui coûter cher, c'est de vouloir refaire la même saison que 2023. Tu vois, de partir dire je fais le grand chelem à nouveau. Donc, je continue sur ma lancée. Et ça peut être, il va peut-être gagner les 2 premières courses, les 2 premières manches, 3 premières manches. Mais cette histoire toujours une histoire d'ego pour garder cette série de victoires, de la continuer, la streak, je ne sais pas comment dire en français. Peut-être que des fois, s'il ne part pas super bien, il va peut-être s'affoler pour gagner à nouveau pour garder cette série de victoires. C'est le seul truc que j'ai trouvé. Ça peut être possible. Comme tu te souviens, pour moi, tu sais, Roxen, quand il s'était blessé avec la Honda en Supercross, qui s'était fait le poignet, là, la grosse chute le par devant. Là. Cette année-là, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il voulait absolument dominer. Il avait tout gagné. Et quand il ne voulait pas gagner, il voulait atomiser Dungey. Et je pense que cette chute-là qu'il a eu Dungey, pour moi, de mon avis, c'était qu'il voulait absolument revenir sur Dungey, absolument le battre alors qu'il était loin. Et ça a été, comme tu dis, à l'ego et absolument avoir envie de tout dominer. Donc là, ça peut être pareil. Puis on l'a vu, Jet, qui fait des petites erreurs, justement, quand il est dans le paquet. Il veut vite se dépêcher, vite remonter. Il peut s'agacer quand ça ne se passe pas comme lui l'a décidé. Donc, c'est exactement
ce à quoi il faudra être attentif par rapport à Jet. Mais bon, sinon, on va pas dire on pourrait lui donner le trophée maintenant parce que tout peut arriver, mais ouais, ça risque d'être long pour les autres. Il faut attendre. Évidemment, il est archi favori parce que bon, il n'y a pas grand monde qui arrive. Et puis bon, tu as des mecs, qui potentiellement auraient pu le chatouiller qui ne sont plus là. En termes de stats, Sexton l'année dernière n'a fait que 16 manches sur 22, donc il en a loupé 6 à cause de blessures, etc. Ou de je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Sexton a fait 16 manches. Sur 16 manches, il a fait 15 top 3. Et dans ces 15 top 3, il a fait 13 fois deuxième sur 16. D'accord. Sa moyenne de manches finies, c'est 2,37. Donc, c'est vraiment le number 2. C'était le Yannick Carvela du motocross US 2023, Mr. 2. En termes de stats, hein, on est toujours là. Ah oui, donc, Sexton, on en a un peu parlé. Là, c'est... il sait que c'est le deuxième meilleur pilote sur le papier. Donc, automatiquement, il va vouloir faire ça. Pour lui, il est facilement deuxième, sans faire grand-chose. Je veux dire, pas facilement, mais voilà, point de vue niveau, deuxième. Il est sur une bonne dynamique. Il a gagné la dernière course de SX. J'ai l'impression que KT le laisse faire un peu ce qu'il veut en termes de recherche de réglage. Ce qu'ils ont pas fait avec Cooper Webb, qui avait demandé d'essayer des trucs, des suspensions de chez quelqu'un d'autre et qui n'ont jamais voulu, alors que Webb avait acheté des suspensions et les avait mis sur sa moto d'entraînement à l'Est. Ils n'ont jamais voulu la mettre sur sa moto de course. Enfin bref. Que là, ça change un peu, un point de vue, mais bon, il va se chercher la queue toute l'année parce que l'autre, pour aller battre Jet, qui est sur la même moto, dans le même team, dans une bonne dynamique et tout ça, ça va être compliqué pour lui. Je suis d'accord. Et puis, ouais, en faiblesse, point faible, j'ai mis moto, réglage. Donc, quand est-ce qu'ils vont avoir les bons réglages? Parce que s'ils attendent à la 21e manche, 21e et 22 pour être performant, ça va être compliqué. C'est sûr. Et puis, on ne connaît pas sa vitesse de pointe. On connaît sa vitesse de pointe qui est vraiment très proche de celle de Jet avec une Honda en 2023. De toute façon, on le voit, hein, il fait quasiment toutes les manches 2. C'est le point d'interrogation, c'est est-ce qu'il va avoir la vitesse de pointe qu'il avait avec la Honda, avec la KTM. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu l'as vu rouler, non? Je l'ai vu rouler un petit peu, mais il s'en est vite collé une. Et après, oui, après c'est pas mal. Mais bon, après c'est pareil. Les terrains en Californie, bon là ils vont recommencer un peu à préparer les terrains comme, on va dire, pas comme à l'outdoor, mais pas mal. Des fois un jour dans la semaine où ils font le outdoor prep. Mais après c'est pareil, hein, quand les trous qu'il y a le lundi à Pala, c'est pas les trous qu'il y a le samedi à l'Odor. Donc, oui. Donc tout ça, ça va être complètement différent et c'est pour ça que ça va être intéressant à voir, quoi. Donc si tu veux, c'est qu'ils vont rouler sur les terrains. Moi là, par exemple avec mon petit, là, j'ai passé une semaine sur le même terrain là, à Beaumont, là-bas, là, un terrain privé où le mec il a griffé avec des ornières de ouf, avec des trous de ouf, et on est allé toute la semaine. Il a juste arrosé le matin, mais sinon pas refait rien. Ah ben c'est là-bas qu'il faudrait qu'ils aillent, les gars. Mais aller à Pala ou à Péris quand il y a une petite ornière, c'est compliqué de faire du vrai testing ou du vrai boulot comme ça, quoi. Et après, c'est pas de la faute des trucs, quoi. C'est les terrains où ils sont, qui vont rouler, qui sont pas adaptés pour leur testing, justement. Même quand tu vois les terrains où ils roulent en Floride, je trouve que c'est pas quand même des gros terrains super défoncés. Bon, il y a des vagues artificielles, mais bon, c'est pas des conditions vraiment course, quoi.
Oui, non, c'est sûr. Mais quand ils vont arriver à Lakewood, avec la terre un peu noire, argileuse, là, des trous de partout, des ornières longues de 3 km, c'est la folie. C'est vrai que ça va être différent. Donc, je pense que pour Sexton, ça va être compliqué de mettre la moto au point et d'être confortable pour se focaliser sur le pilotage de la vitesse pour aller titiller Jet. Mais ça, c'est juste mon avis. Troisième place en termes de stats, c'est Dylan l'année dernière, 3,6 en moyenne par manche. Il a fait, j'ai compté, 21 manches, 16 top 3, mais il a fait que 3 fois deuxième. Donc, je crois qu'une fois deuxième, c'était Plessinger. Et les autres deuxième places, c'était évidemment Sexton. Il en a fait 13, donc c'était quand même beaucoup. Il y en a une de Roxen aussi, quand il a fait une pige. Ouais. Donc voilà, Dylan avait évidemment une Yamaha usine Star qu'il détestait, d'après les rumeurs. Ouais. Il s'en est pas caché. Hein. Bon, il n'en a pas caché, donc il a détesté, il n'arrivait pas à la mettre au point, ou il n'arrivait pas à la mettre au point, les mecs qui travaillaient dessus. Mais bon, ils ont pas mis au point celle de Tomac non plus, ni celle de Webb depuis 2 ans, donc ça c'est normal. Gros changement, c'est ce qui lui a fait quitter ce team. D'après ce que j'ai compris, il avait une offre pour rester, je crois. Il voulait le garder. Mais il a dit, écoutez, vous pouvez garder l'offre, je vais aller faire autre chose. Et c'est là où il a trouvé une Honda privée pour aller chez Phoenix. Chez Phoenix. Point d'interrogation, on va commencer par... moi, j'ai trouvé quand même c'était une très bonne saison de Dylan l'année dernière. Il fait 2 du championnat, il était sur les podiums pratiquement toutes les courses. Derrière... l'imbattable Jet, un mec, tu vois. Jet, c'est un Carmichael. Hein, donc, quand tu faisais 2 derrière Carmichael, c'était presque une victoire, quoi, tu vois. Ouais. Donc, pour une saison comme ça, où il a eu du mal à SX et qui est revenu pour d'or, j'ai trouvé ça quand même super. Il a bien rebondi. Voilà, bien rebondi. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec la Honda? On entend dans ses interviews, il teste, il fait que du test. Un peu comme Sexton, quoi. Ça teste tout le temps, mais ça n'arrive pas à trouver vraiment le bon truc. Et je pense que déjà, bon, il a l'expérience. C'est un ancien champion de 2,5 et 4,5. Il veut se racheter, évidemment. Il n'est pas content, vu ses interviews, de sa saison de SX. Donc là, c'est encore une chance de se racheter. Qu'est-ce que tu en penses? De toute façon, on sait que qu'il est bon en motocross, donc de toute façon, ça, on n'a pas besoin de le dire. Donc, je pense qu'il va quand même bien rouler. Après, de ce que j'ai entendu, il a l'air d'avoir trouvé 2-3 trucs pas mal sur la moto là, il y a quelques jours, hein, parce que je connais bien des gens du team dans lequel il travaille, donc dans lequel il roule, donc je pense, donc on verra bien, mais je pense que ça devrait être quand même pas mal. Et puis il a Josh de l'ancien mec de chez Gecko et tout, ils ont l'air de vraiment tout mettre en œuvre pour qu'il soit content et de faire le maximum pour lui. Donc c'est quand même si c'est un team entre guillemets privé, c'est quand même pas mal d'avoir le team qui fait tout pour toi et pas l'inverse, t'imposer des choses. Donc je pense qu'il va quand même bien rouler. Donc après, on va voir physiquement comment il va être par rapport à ce qu'il a eu, son infection de poumon, je ne sais plus ce qu'il avait eu, etc. Que s'il a quand même eu pas mal sur la touche. Donc on va voir, ça va être plus physiquement, je pense qu'après il sait faire de la moto, donc je pense qu'il sera là. Il va se battre, je pense, et puis de toute façon, il sera sur une Honda qui sera mieux suspendue, je pense, que ce qu'il avait avant. Ouais, moi, en point faible, j'avais dit mise au point moto, donc ça va prendre du temps comme Sexton, et physique. Physique après sa maladie. Et aussi, le problème, c'est quand tu fais que du testing et que tu es omnibulé par tester, tu te prépares pas. Tu travailles pas ta vitesse, tu travailles pas ta technique, tu travailles pas ton physique. Donc, oui, la moto va mieux marcher, mais toi, tu vas moins performer. Donc, à un moment, il faut trouver quand même le bon juste milieu. Mais c'est vrai que c'est un coup de poker de retourner, d'aller dans un team privé.
Et là, il va se battre contre pas mal de motos officielles, donc on verra un peu ce que ça dit. Le quatrième performeur, c'était Plessinger, quatrième ex aequo avec Webb. Ils avaient 4,0 de moyenne par manche. Webb n'a pas beaucoup roulé parce qu'il s'est blessé assez tôt. Webb ne sera pas là non plus, il s'est fait mal au pouce, donc on ne va pas en parler. Donc Plessinger, qui était le quatrième en moyenne de manche, le quatrième performeur de l'année, 22 manches, 5 top 3 et 1 fois 2. Ce qui est pas mal. Lui aussi, ce que j'ai noté, évidemment, même moto, même entourage, même réglage. Donc, c'est un truc qui, quand on voit les résultats, les stats, ça fonctionnait quand même à peu près l'année dernière. Et c'est un pilote tout-terrain, quoi. MX, ornière, tout ça. Donc, quand il y aura un peu de la boue, il sera là. Ce qu'il va falloir voir par rapport à Plessinger, oui, ce sera le mec là, il sera aux avant-postes parce que, comme tu as dit, il est tout-terrain, il vient du GNCC, etc. On l'a déjà dit, il est grand, les ornières, etc. Après, avec son problème au coude, etc., qu'il l'a aussi mis pareil sur la touche, quelques rounds et tout, il a repris la moto il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Donc ça va être pareil. Est-ce qu'il va être directement là? Donc là, ils ont de la chance, il va pas faire chaud ce week-end. Donc déjà, ça va être un bon petit test déjà pour lui, mais c'est pareil, ça va être un peu plus au niveau roulage, comment il va se sentir que s'il était vraiment à 100%, 100%, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai mis en fait en point de les points faibles. Ce que j'ai dit, c'était ce que j'ai marqué retour de blessure, manque de rythme, le rythme course et évidemment le physique parce que quand tu es un peu arrêté, ben, tu perds en physique automatiquement. Mais évidemment, Jet, Sexton, Dylan, Plessinger, voilà, déjà tu as 4 mecs. T'as 4 mecs dans le top 4 et après j'aimerais parler de Anderson qui avait le bon Adam avait le 5e meilleur moyenne mais il sera pas là il fait 5 l'année dernière du championnat mais il sera pas là on va pas en parler on a assez parlé avec sa retraite et toutes les vidéos les trucs pendant un mois ils nous ont fatigués c'est bon prends ta retraite et c'est bon on a compris hein bon Anderson, ouais. 6e meilleur performeur l'année dernière avec un 5,4. Il a fait que 13 manches. Il fait 2 top 3 et 9 top 5. Là, Anderson, il n'est pas connu pour être un grand pilote d'outdoor. Ses points forts en outdoor, et j'ai marqué, je peux te montrer, j'ai marqué aucune idée. J'ai dit aucune idée. C'est un peu, il va au cœur, hein. De toute façon, ouais, il y va au cœur, il y va à vue, machin, un truc. C'est pour ça que sur le d'or, sur une saison complète, après avec la chaleur, machin, etc., il a forcément il retombe dans ses vieux démons, ses travers. Donc c'est un mec qui sait faire de la moto, qui peut vraiment faire un top 3 et puis 3 courses plus tard faire 10 ou DNF parce qu'il est cuit patate. Donc ouais, c'est ce que j'ai. C'est vous, j'ai pas été inspiré sur Anderson parce que j'ai dit en point fort aucune idée et en point faible j'ai dit j'ai pas l'impression qu'il ait envie d'être là, tu vois. Donc et pourtant là c'est pareil, je le vois à l'entraînement parce que forcément en ce moment avec Péris ça vient de réouvrir le vendredi donc après les gens ils seront partis le vendredi, ils ont réouvert un peu trop tard. Mais c'est que Pala et Glen Helen que tu les vois les mecs. Donc j'ai vu Anderson rouler, c'est pareil, ça va vite, ça met du gros gaz et après on verra bien. Ouais. C'est sur combien de temps en fait? Il va vite, mais pendant combien de temps? Voilà, c'est exactement ça. Ensuite, 7e meilleur performeur Masterpool avec un 6,44 par manche. 18 manches, 4 top 5 et 17 top 10 sur 18 manches. Tu te rends compte, il a fait pratiquement toutes les manches qu'il a finies, il est dans le top 10. Il a commencé la saison l'année dernière sur une 2,5. Il est passé sur une 4,5 à la deuxième épreuve. Et je crois qu'il fait un super résultat à Lakewood où il est parti, il a fait un coup d'éclat à Lakewood de folie en 4,5.
arriver comme un cheveu sur la soupe. J'ai trouvé que c'était quand même cool ce qu'il a fait et il a fait ça assez souvent. Pour un mec comme ça qui vient du jeune, très jeune, qui vient du 2,5, qui passe en 4,5, faire 4 top 5 dans l'année, c'est quand même pas mal. Alors ouais, lui, gros niveau en motocross, mais ça on l'a toujours vu. Après, c'est les vieux démons lui paraît, c'est la régularité quoi. C'est que des mecs qui savent faire de la moto, il y en a quelques-uns, mais après ceux qui finissent une saison, il y en a beaucoup moins. Mais son problème, lui, c'est ça, c'est des petites blessures souvent, et puis physiquement aussi. Pareil, je l'ai vu rouler sur le terrain que je te disais, terrain pourri là. Il roule un peu comme avec un L450, comme un 2,5 par contre. Donc physiquement, ça risque de pêcher à un moment donné, je pense. Ouais, c'est en vrai que l'année dernière, physiquement, c'était un peu compliqué aussi. C'est ce que j'ai marqué. Le seul truc, le point faible, je pense, c'était physique. C'est le seul truc que j'ai marqué. Point fort, évidemment, de départ, il part tout le temps devant, hein, que ce soit même à un SX, un MX. Je veux dire, il a vraiment compris comment ça fonctionnait, l'histoire. Évidemment, pour des mecs qui sont pas au-dessus du lot et qui sont entre 5 et 10, évidemment, il vaut mieux partir en tête que partir 12, parce que si tu es entre 5 et 10 pour doubler les mecs qui sont à la même vitesse, c'est compliqué, mais si tu pars devant eux, c'est plus facile de rester devant. Ça, évidemment, les départs, c'est important pour ceux qui n'ont pas le niveau de gagner quoi, des manches à la régulière. Donc oui, c'était une bonne surprise et j'espère qu'il va pour le spectacle, parce qu'en 4,5, je crois qu'on va s'endormir. Hein. Je veux dire, pour le spectacle, il faut des mecs comme ça qui se bougent un peu et qui sortent de nulle part pour mettre un peu de piment. Huitième, et après on arrête avec le classement. J'ai mis c'est Marchbanks, 7,6 par manche, 18 manches, un top 3, 3 top 5, 18 top 10. Donc il a fait toutes les manches qu'il a finies, il a fait dans le top 10 l'année dernière. Marchbanks, point fort, il met du gaz, il va vite, mais chez Marchbanks, quoi, tu le regardes, c'est pas un athlète, quoi. Tu vois, physiquement, c'est pas ça, mais du tout. La moto, c'est pareil, c'est un peu c'est plus facile avec une 4,5 à faire fonctionner et de moins casser. Surtout qu'il est grand lui en plus, c'est un beau bébé en plus. Donc, il est grand, mais il est costaud. Je veux dire, lui, le soir, c'est pas poisson vapeur, brocoli. Ça, c'est clair et net. Tu vois, moi? Non, je pense pas. C'est voilà. Plus entrecôte. Entrecôte et râpe de frites. Hein. Je pense. Donc, on passe aux gars qui sont, les autres. Bon, les out, Tomac, Webb, Bloss, Roxen qui va faire, peut-être qu'il va revenir jusqu'à la fin, s'il revient de blessure, mais ça m'étonnerait. Adam qui est à la retraite. Donc ça, c'est pour les mecs out. Après, on a 2 rookies. On va pas parler des autres, je les connais pas, mais les 2 plus fameux, c'est Hunter Lawrence et Jason Cooper. Et là, il me tarde de voir un peu Hunter, parce que son pilotage, c'est un pilotage 4,5. Son pilotage, c'est un pilotage aussi outdoor et qui va être encore, je ne sais pas s'il sera mieux qu'en Supercross. Il a monté de belles choses à la fin du SX. Ouais. Je me languis de voir ce qu'il va donner. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah bah oui, de toute façon, c'est des mecs de l'Europe. Il a fait le du mondial, il sait faire de la moto. Il a une belle technique aussi. Donc ça sait faire de la moto. Donc ça va être filant, ça va être joli à voir rouler. Un petit peu moins de vitesse que forcément que son frère. Ça va les chatouiller un peu les mecs pour le podium, je pense quand même. Moi, j'ai mis pilotage MX propre, les doigts sur les leviers, les pieds comme il faut, je veux dire tout le temps en contrôle, pareil, c'est un peu à la Jet. Et l'avantage qu'il a, c'est de rouler avec Jet tous les jours. Donc, il a une base. Il a la base du mec qu'il faut aller, le mec qui gagne. Donc, il peut travailler en fonction, voir, ça va automatiquement le faire progresser. Je pense que Jet est arrivé à ce niveau-là
parce qu'il y avait Hunter qui était plus vieux et que Jet voulait battre son frère et qu'il a fait peut-être mieux, il était un peu plus téméraire, tenter plus de trucs. On voit qu'il est quand même plus chaud, le Jet, que le Hunter. Hunter est quand même réservé dans son pilotage. Je pense que c'est possible si Hunter se met dans cette dynamique de comment on dit, profiter de son frère et pour l'aider à progresser. Tu vois, maintenant, au début, c'est Hunter qui avait aidé Jet et je pense que maintenant, Jet peut beaucoup aider Hunter et on pourra peut-être le voir sur le devant. Et pareil, pour la moto, pour les réglages moto, pour la technique de pilotage et pour la vitesse pure, quand ils font bien des chronos, l'entraînement, ils font bien des sprints, des machins. Donc, tout ça, vraiment, c'est vraiment super important. Mais il faut juste savoir si il est dans cet état d'esprit d'aller progresser et vouloir se rapprocher de Jet, quoi. Je pense faut qu'il finisse une saison parce que lui, justement, il a été beaucoup handicapé par des fois des blessures et tout, bon, surtout en Europe, donc bon, il était plus jeune, mais je pense que ça pourrait être intéressant de voir Hunter partir 1 et un Jet partir 6-7, voir justement comment ça pourrait se goupiller pour Hunter. Après, c'est sûr, s'ils partent 1 et 2, bon, on se pose même pas la question, mais vu qu'Hunter part quand même pas mal, je trouve qu'il part même mieux que son frère en général, mais ça devrait être pas trop mal. Le seul truc, un point faible, j'ai mis agressivité et la faculté de faire sa place. Tu vois, il est quand même réservé, et gentil. Tu vois. Yeah. Ça manque un peu. Il est tout le temps, en fait, le mec qui se fait un peu pousser, quoi. Et il va falloir que ça change un peu, quoi. Oui, après, c'est comme quand tu viens chez les gros bras, hein, il faut montrer que tu es là, que tu mérites d'être à la place que tu as obtenue. Donc, mais je pense que ça va venir. Mais c'est plus le fait d'être. Il va falloir qu'il trouve le bon compromis entre essayer d'être agressif, mais tout dans le contrôle et justement pas partir à la faute parce qu'en général, quand il tombe, c'est vite 1 ou 2 rounds off. Donc, ce serait dommage pour lui. Deuxième rookie, Justin Cooper. Justin Cooper, vraiment qui a fait une saison de SX dans l'ombre. Mais je ne sais pas si tu écoutes nos podcasts avec Marvin. Mais tu sais, j'aime les stats. Je regarde tout le temps les stats, les machins, les trucs. Et il a fait une saison dans l'ombre en SX. Mais vraiment, il a eu de très, très bonnes stats en termes de tour au chrono. Il a toujours été bon. Mais temps en manche, nombre de mecs doublés, tous ces trucs. Et en faisant entre 5 et 8, tu vois, en passant 10 mecs dans une manche pour un mec comme ça. Je trouvais qu'il a fait une saison dans l'ombre de SX, mais très bonne. Donc, je trouve aussi que c'est un pilote meilleur en MX. Il est sorti très tôt en faisant des chronos de fou aux essais. Il s'est battu devant en 2,5 pendant longtemps. J'attends de voir ce que ça dit. Après, la moto, est-ce que ça va aller? Le physique en termes de fitness, mais aussi en termes de musculature, parce qu'il est petit quand même. Tu vois, pour aller manier une 4,5, surtout comme il roule, quand même agressif, tout ça, c'est la 4,5 à 2,5. En outdoor, c'est deux mondes physiquement. Voilà. Donc, c'est le seul truc que j'ai mis dans les inconvénients, quoi. C'est exactement ça. Mais moi, tu vois, pour te dire, j'ai trouvé qu'on en a parlé tard de Cooper en Supercross. Mais oui, j'écoutais vos podcasts, etc. J'ai trouvé, il m'a vraiment impressionné pour un rookie en 4,50, surtout au chrono, comme ça, aller chercher pas mal de pôles dans les derniers tours, machin, etc. J'ai été vraiment surpris par Justin Cooper. Après, c'est un pilote qui sait faire du motocross, donc je pense qu'il faudra porter un bon œil dessus. Puis aussi, pareil, c'est un très bon starter.
Donc, il part très bien. Donc, je pense que ça va être beaucoup plus intéressant avec justement des mecs comme ça, ou Hunter, lui, des mecs qui partent bien surtout. Donc ça va être pas mal, surtout les débuts de course, quand tu as Master Pool, Jet, Hunter, Cooper, tous ces mecs-là, tu vois, qui partent souvent devant, ou bah, il y aura sûrement Barcia aussi, donc ça va faire des débuts de manche assez spicy, comme on dit. Euh, Après, tu as les autres, la catégorie vieux. La catégorie vieux. J'ai mis Malcolm et Craig, les deux perdus de vue de chez Husky, on ne sait plus où ils sont. Perdu de vue. Craig, jamais été un photo de guerre en outdoor. Malcolm, il n'a pas fait de outdoor depuis des années, ou quand il le fait, tu as aussi l'impression qu'il n'a pas envie d'être là. Donc, j'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus. Tu as Tickle qui va sans doute revenir et faire quelques courses parce qu'il y a une moto qui est Vacante. libre et qui est vacante avec celle de Ciancarello. Donc, Tickle va certainement faire quelques courses, pas toute la saison. Je sais pas, est-ce que tu as entendu, toi, ils vont mettre quelqu'un sur la moto ou pas? Bah, moi, j'ai entendu son interview Swap Moto, où je sais plus qui disait que c'était prévu qu'il fasse quelques épreuves d'outdoor. Donc c'est tout. Donc je pense qu'ils vont pas s'embêter à payer un mec, je pense, pour prendre la deuxième moto, et ils vont économiser pour Prado. Donc, Ouais. non, mais puis franchement, Tickle, bah, tu l'as vu rouler, tu vois, il sait encore faire quand même de la moto. Bon, il n'aura pas de rythme quand il va faire des courses, il n'aura pas de manque de rythme de course, mais il a quand même s'il est en 450, il a quand même bien roulé à Glen Helen là, ce week-end, jeudi dernier. Ouais. Il est, Tickle, il est moitié entraîneur. Non, il est un tiers entraîneur, un tiers Testeur. testeur de chez Kawa, un tiers pilote. Tu sais pas, en fait. Il est chez Manpower. Tu sais, il est trop bon. Euh, Il il y va a beaucoup compléter de la grille, mecs quoi. il y a beaucoup de mecs qui parlent sur les commentaires. Prado Jet, tu dis quoi, toi, en outdoor? Ah, ça reste Jet, hein, je pense, hein. Oui, évidemment. Mais après, ce qui va Aux être. US, sur le Ouais, territoire US. Après, ouais, sur ouais. le territoire, sur les courses en Grand Prix, ça ne sera pas la même. Non. Mais c'est très dur de gagner ici. C'est très dur. En outdoor, de gagner ici, c'est très, très, très dur. Pour le coup, j'ai Même hâte de si, voir. Pour le coup, je te coupe. Pour le coup, j'ai hâte de voir, par exemple, tu vois, bah, Prado, forcément, il sera là direct en outdoor, il sera aux avant-postes. Mais j'ai hâte la deuxième année, quand il connaîtra les terrains, quand il connaîtra la moto. Je pense qu'on aura quand même des belles choses. On ne s'endormira pas devant la télé en 450. oui, parce que bon, il va être là, il part tout le temps devant, que ce soit une KT, une gaz-gaz ou une Kawa, il va partir devant. Ça, c'est clair et net. Oui, ça va être intéressant en outdoor. Bon, après, tu as les mecs qui te disent, oh, un supercross, machin. Le mec, il n'a pas fait un top 10 cette année en SX sur des terrains faciles sur le sec. Donc, doucement sur le SX. Tu vois, il va sans doute progresser. Mais c'est vrai qu'en outdoor, oui, sa deuxième année, première année, ça va être compliqué, comme cela a été pour Tom, pour apprendre les circuits et puis y aller, quoi. Exactement. Il n'y a que vraiment Erlings qui avait fait Ironman, les courses de folie, qui avait ruiné tout le monde. Vraiment, c'est magique, quoi. Mais bon, je pense pas que Prado ait le niveau de Erlings, le niveau qu'avait Erlings à cette époque-là, quoi. Ouais, puis la manche qu'avait fait Erlings avec Tomac, même il avait absolument dominé, enfin, il avait roulé de feu Erlings. Tomac, de l'autre côté, n'avait rien à jouer pour, euh, pour ça, quoi. Donc, je pense que juger pareil aussi, même si Erlings est vraiment très fort,
Tomac, lui, il n'allait pas se mettre la cabane sur le chien et risquer de perdre 25 ou 50 points juste pour dire j'ai battu Erlings, quoi. Donc, Ouais. Donc, j'ai une petite question là de Ben. On sait que le niveau de Dylan sur la moto est top. Est-ce qu'il y a le temps d'adaptation, mais sais-tu si mentalement Dylan est à 100% pour sa saison? Il faut arrêter, les gars, avec le mental. Vous me fatiguez tous. Avec le talent et le mental, c'est que tu peux avoir le mental. Si tu rien dans le sac, gros, au bout de 20 minutes, tu auras la langue dans la chaîne. Et on s'en fout. Le mental, ça fait rien là. Il faut travailler, avoir la base physique, être une machine de guerre. Et le mental, c'est. Oui, il a pas. Oh, lui, il n'a pas le mental. Oh, lui, il n'a pas le mental. Non, c'est pas qu'il n'a pas le mental, c'est qu'il a rien dans le sac ou il avance pas. C'est pas une histoire de mental. Après, c'est une histoire d'objectif et de motivation et de volonté. Si tu n'as pas l'objectif de gagner, si tu n'as pas la volonté de gagner, si tu ne donnes pas les moyens de gagner, si tu ne fais pas ce qu'il faut faire pour gagner, tu peux avoir le mental de tout ce que tu veux, le mental du mec qui fait tous les marathons, qui fait un marathon par jour sur 7 continents différents, et que tu as la langue dans la chaîne au bout de 20 minutes et que tu as 5 secondes de temps, tu peux avoir le mental que tu veux, tu gagneras jamais. Donc, pour Dylan, ce n'est pas une question de mental, c'est une question d'objectifs. Quels sont ses objectifs? Est-ce qu'il va mettre en place une préparation physique, moto, technique, testing, tout ça, pour atteindre ses objectifs? Et est-ce qu'il a la volonté, la vraie volonté, l'envie de gagner ou l'envie d'atteindre ses objectifs? Parce que c'est bien gentil, tous les mecs, en début d'année, oui, je veux gagner. Tout le monde veut gagner, mais il n'y a personne qui travaille pour gagner. Si tu prends la liste des mecs, il y en a 40, on va prendre la liste, je ne sais pas moi, 2,5. Les mecs qui travaillent pour gagner, ben, tu les comptes sur les doigts d'une main, alors que tu as 40 mecs sur la grille. Les mecs, pareil tu crois vraiment que Marchbank, s'il s'entraîne pour gagner, quand tu vois le mec, est-ce que Ben, le mec a posé la question, je te pose la question, est-ce que tu crois ça? Quand tu vois Adam Cianciaro, son approche de la course depuis quelques années, tu crois vraiment que le mec s'entraîne pour gagner? Non, non. Il est là, il prend le chèque, il fait le minimum pour avoir des résultats corrects, et puis voilà. Tu crois vraiment qu'un mec comme Malcolm Stewart, comme Christian Craig, que des mecs comme ça s'entraînent pour gagner? Je veux dire, ces mecs-là, ils pourront avoir le mental qu'ils veulent, ce que tu dis. Mais ils n'y arriveront pas parce qu'ils n'ont pas le physique, ils n'ont pas la vitesse, ils n'ont pas la volonté, ils n'ont pas. Voilà. Point barre. C'était mon deuxième coup de gueule. Mon premier coup de gueule, c'était plutôt, je ne me rappelle plus le sujet, mais voilà. Enfin bref. Donc pour Dylan, ce n'est pas une question de mental, c'est une question de préparation. Est-ce qu'il s'est préparé? Est-ce qu'il y a une base d'endurance? Est-ce qu'il a fait des sorties de vélo 3 fois par semaine de 3 heures? Est-ce qu'il a fait de la muscu? Est-ce qu'il a fait il a travaillé sur sa vitesse, sur sa technique, sur des intervalles? Voilà. Et pas que tester. Et pas que tester. Si tu fais du testing et que tu arrives que la moto, c'est le top, mais que tu n'as rien dans le sac et que tu prends 2 secondes autour, je veux dire, tu gagnes. Tu peux avoir le mental que tu veux, mais tu ne feras rien. Il faut arrêter avec ça. Là, ça me fatigue. Quand les mecs te parlent de ça, là, ça me sort de. Voilà. Bref. Quoi d'autre? Tu veux rajouter un truc, coach? Après, il y aura dans ta liste, tu n'as pas mis Bam Bam. Ah oui, ben oui, c'est le dernier de ma liste des vieux là. Je l'ai mis. Regarde, il a fait que 6 manches l'année dernière. Fini 6 manches, il a fait 3 top 5, il a fait un average de 7,8. Donc, à peu près comme Marchbanks. Barcia, moi, ce que j'ai mis, c'est la Grinta, une fin de saison un peu mieux de SX. Donc, c'est comme tous les autres. Il faut se racheter un peu une conduite et faire mieux un MX quand tu as fait une saison de SX en demi-teinte. Et tu sais qu'il va se donner, quoi. Il va donner le meilleur de lui-même à chaque fois qu'il se met derrière une grille. Ça, c'est clair et net. Après, au point de vue des points faibles, c'est qu'il a une technique, elle est quand même technique moto limitée.
Et ce qui limite un peu sa vitesse de pointe. Tu vois, c'est rentrer serré, se mettre, se tanker dans les virages, les gros coups d'embrayage, coups de frein arrière, tous ces trucs-là. Voilà. Et c'est la Barcia, c'est ma dernière ligne. Tu vois, je vous montre. J'y avais pris toutes ces notes pour faire un DV Talk Show et j'avais pas fini. J'avais encore ces notes aussi. J'avais les championnats l'année dernière. Donc, je m'étais à peu près préparé. Mais en fait, je voulais pas faire de show. Je voulais pas faire un truc comme ça. Je voulais juste avoir une idée par rapport à, et je l'ai fait en 2,5. Je voulais savoir l'année dernière comment ça s'était passé, Digan, vraiment les résultats, et je voulais comparer les moyennes de manches, tout ça. Et d'un coup, je commençais à faire ça. J'ai dit, je vais faire un 4,5 et je vais faire un live et on voit ça. Voilà, ça ira bien. Voilà. Oh, c'était cool. Bon, voilà. Écoute, merci d'être venu. 1h30, le top. Moi, il faut que j'aille bosser sur ma 2,5 Suze. Elle en est où? Elle est presque finie. Je ne peux pas te la montrer parce qu'il y a la déco que je ne veux pas que les gens y voient. Elle est prête à rouler. Oui et non. C'est pas, il faut que je change la carburation et que je finisse là. J'ai 2 heures. Laisse-moi 2 heures. Et en plus, j'ai récupéré un pot FMF là, que je vais mettre. Bon, c'est un chromé, c'est pas un machin. Et donc voilà, il faut que je la finisse pour qu'elle roule. En plus, moi, je serai en France la semaine prochaine, donc j'aurai pas le temps de voilà. On n'a pas parlé d'Anthony Bourdon dans le truc. Anthony, pour les news, il s'est fait mal à la cheville à Pala la semaine dernière à l'entraînement. Aujourd'hui, il est jeudi midi en Californie. Donc, c'est le Press Day. Il m'a dit qu'il allait rouler au Press Day. Si sa cheville allait, grosse entorse, micro-fracture d'un os de je ne sais pas où. Et puis, il verra s'il roulera ce week-end. Mais bon, il est prévu de faire qu'une course. Il part lundi, il rentre lundi en France pour aller faire le SX Tour. Préparer. Ouais, SX Tour, tout ça. Je vois aussi, tu dois le connaître, moi je ne le connais pas, je l'ai vu 5 minutes à Glen Helen jeudi. Romain Pape. Ouais. Tu le connais bien, puisque je connais, il demande un peu des nouvelles. Qu'est-ce qu'il dit, le Romain Pape? Moi, je l'ai pas trop vu rouler à l'entraînement cette année. Il est arrivé il y a 3 semaines, 1 mois, je crois, 1 mois. Et donc, je l'ai pas trop vu, mais bon, lui, c'est un bosseur, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Je pense qu'il va avoir comme objectif de faire comme l'année dernière, et puis peut-être mieux, mais il a fait quand même des trucs pas mal l'année dernière. Mais avec les newcomers, etc., ça va sûrement être un peu plus compliqué. Mais lui, de toute façon, il va y aller au charbon. Donc, il part bien en plus. C'est un mec qui part quand même. Bon, c'est pas un master pool, mais il se retrouve toujours dans le bon wagon. Donc, du coup, après, il s'y accroche. Donc, je pense que ça pourrait faire des trucs pas mal pour quelqu'un de son calibre, quoi. C'est pas un pilote d'usine, donc voilà. Mais je pense qu'il peut faire des trucs pas mal à hauteur de ses objectifs à lui, quoi. Bon, ça va. On verra ça samedi. Je ne sais pas si j'y vais. Marvin m'a dit, oh David, DV, si je te trouve un pass, tu viens? J'ai dit, écoute, pas trop envie. Je suis bien chez moi. J'ai un bon canapé, j'ai une grosse télé. Il fait bon. Il y a de la bière au frais. Le truc, c'est que tu vas t'endormir, hein, surtout en 4,50, tu vas t'endormir, tu verras pas la deuxième manche 2,5. Mais c'est bien de faire la sieste, c'est top ça. Moi, je vais peut-être y aller. Je vais aller avec mon fils, je pense. Et puis, je vais regarder les essais le matin, les 2 premières manches. Et je regarderai les deuxièmes manches 2,5 et 4,50 dans mon canapé. Comme ça, je pourrai rentrer tranquillement sans les bouchons. Nickel, quoi. Le top. Je pense que je vais faire ça. Je ne sais pas si j'y vais, peut-être. C'est pas encore. Il m'a pas confirmé. On est jeudi midi, hein, donc on n'a pas confirmé. Après, moi, j'aimerais bien sortir ce week-end.
avant de Ah, mais partir. samedi soir. Et- Bah, c'est bon, samedi soir, c'est après ça. Ah oui, mais bon, si je vais à Pala la journée, gros, j'arrive, j'ai les pieds en compote, j'ai mal aux jambes, je suis fatigué, j'ai mal au dos. Mais c'est pour ça, tu fais Samedi pareil. soir, Tu vas le je vais pas matin, sortir. Hein. tu regardes la première manche des demi, la première manche 4,50. Hop, et puis tu rentres, tu mets pick-up, tu reviens en arrière, et puis tu peux regarder la deuxième manche des demi, tranquille. Ouais, peut-être. Allez, En plus, il fait pourquoi pas pas. chaud. Moi, c'est pour ça que j'y vais en plus. Je vais amener mon fils. Et, Oh, il y a 2 ans. Oh, il y a 2 ans, la chaleur. bah oui, c'est pour ça. Il Ouf. prévoit 20 degrés, je crois, ce week-end. Donc, c'est pas 19 ou 20. Donc, ça va pas faire chaleur. Bon, ça va, les gars. Euh, euh, merci bien, Dimitri, d'être venu. C'est cool. Merci Sinon, pour je l'aurais fait seul comme un con. quand tu Et veux. toujours bien d'avoir d'autres avis. Merci bien. Ciao à tout le monde. On se voit peut-être avec Marvin, sans doute avec Marvin, en début de semaine, pour le débrief de la première course à Pala, en Californie, à Fox Raceway. Et bon week-end à tous. Ciao. Ciao, les gars.